Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus à cette conférence qui est sur le thème définir la biodiversité avec Chris Bowler que Niels va vous présenter juste après et Sébastien Mabille qui malheureusement est en visio. Voilà, donc du coup, on est 3 étudiants de l'ENS, Alice là-bas, Niels et moi-même, donc 2 biologistes et 1 géosciences. Et on a un projet de recherche étudiant qui s'appelle Clé de sol et qui va se passer principalement dans la région du Gâtinais. Donc c'est un projet qui vise à explorer les interactions entre préservation de la biodiversité et les pratiques agricoles locales en réfléchissant à la gestion durable des paysages agricoles de la région de Fontainebleau principalement. Du coup, nous avons vraiment à cœur de co-construire la problématique précise de notre projet avec les acteurs du territoire et notamment les agriculteurs. Dans ce cadre, nous organisons un cycle de conférences afin d'approfondir notre réflexion et d'engager un premier dialogue autour de ces thèmes. Et par ailleurs, nous mènerons plutôt des entretiens avec les acteurs du territoire pour mieux comprendre leurs attentes, leurs besoins. Une fois que notre problématique scientifique sera clairement définie, nous réaliserons des études biologiques et biogéochimiques sur les sols cultivés des agriculteurs partenaires de notre projet et nous apporterons des réponses plus concrètes à cette question. Et nous clôturerons notre projet par des tables rondes où on discutera de nos résultats et où on analysera nos résultats avec les différents acteurs de la région du Gâtinais et éventuellement envisager des pistes d'amélioration diverses. Donc bonjour à tous. Donc comme Nelly l'a dit, on est aujourd'hui très honoré de recevoir Chris Bowler et Sébastien Mabille qui nous voient. Je vais commencer par vous présenter tous les deux. Bonjour Chris. Bonjour. Vous êtes biologiste, en particulier vous avez une formation de microbiologiste et on peut dire que vous êtes expert des diatomées. Pour tous ceux qui sont non biologistes, les diatomées, ce sont des micro-algues qui vivent dans à peu près tous les milieux aquatiques marins ou non marins. Vous avez une formation en microbiologie et puis en biologie des plantes. Votre recherche se porte fondamentalement sur les adaptations des micro-algues à l'environnement, biotiques comme abiotiques. Vos travaux ont été récompensés plusieurs fois. Vous avez reçu la médaille d'argent du CNRS en 2010 et vous avez une ERC, donc une bourse de l'Union européenne. Aujourd'hui, vous êtes chef d'équipe à l'IBENS, en face, à l'Institut de biologie de l'ENS, et vous êtes coordinateur scientifique de la fondation Tara Océan, qui a pour but d'organiser des expéditions scientifiques dédiées à l'étude de la biodiversité marine et aux impacts du changement climatique sur cette biodiversité. Et donc c'est une fondation qui organise de nombreuses expéditions dans les milieux marins, mais pas que maintenant avec Trek. Donc j'imagine que vous allez peut-être nous en parler un peu, donc j'en dis pas plus. Et en 2020, vous avez été nommé au Collège de France à la chaire Biodiversité et écosystèmes. Et à cette occasion, vous avez fait votre leçon inaugurale sur la biodiversité à travers le temps et l'espace. Et donc c'est dans ce cadre qu'on est très honoré de vous recevoir pour écouter ce que vous pouvez nous dire sur comment définir la biodiversité en sciences et en biologie. Voilà. Et maintenant, on va vous présenter Sébastien Mabille. Vous êtes... je ne sais pas si vous nous entendez, Sébastien. Très bien. Très bien. Vous êtes, donc vous aussi, vous êtes un grand amoureux de la mer et vous avez initialement eu le projet d'être marin. Malgré tout, vous êtes devenu avocat et vous avez étudié le droit maritime et vous avez fait une thèse sur le droit de l'environnement et la protection de la Méditerranée.
Vous vous êtes engagé dans le militantisme écologique très tôt, avec la protection des ours des Pyrénées, par exemple. Et vous êtes engagé aussi dans la protection des écosystèmes marins. Et un de vos premiers dossiers était la défense des collectivités dans le naufrage de l'Erika. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Vous avez été plus tard amené à travailler avec l'Agence des aires marines protégées et aux côtés de nombreuses ONG, dont notamment l'Union internationale de conservation de la nature, dont vous êtes aujourd'hui le vice-président du comité français. Vous êtes également pas déconnecté de l'aspect politique, puisque vous avez aidé Emmanuel Macron lors de sa première campagne en 2017 à écrire le volet de son projet environnement, et vous avez fait sécession en 2018 après le refus de la France d'accueillir l'Aquarius dans son port en Corse, ce qui vous a indigné. Et donc depuis 2020, vous avez fondé le MA Baudran, une association, un écolieu et une résidence artistique qui est située en Camargue, à côté de Arles, et avec la vocation de créer de nouveaux imaginaires et d'expérimenter de nouveaux modes de vie en lien étroit avec la nature. Et donc aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir pour venir nous présenter comment la biodiversité s'inscrit dans le droit et comment on peut la protéger par ce biais. Merci. Donc voilà, donc pour le déroulement de cette conférence, on va d'abord donner la parole à Chris Bowler et ensuite à Sébastien Mabille. Et ensuite, on va faire une série de questions-réponses et on sera également très heureux d'accueillir vos questions si vous en avez. Donc voilà, je vais d'abord donner la parole à Chris Bowler qui va pouvoir nous présenter ses recherches et ce qu'il peut nous dire sur la biodiversité. Parfait. Merci. Vous m'entendez je ne sais pas vraiment. Je vous donne le micro. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je vous donne ce micro. OK. Ça, c'est mieux. Oui, j'entends ça au moins. Donc, merci pour l'invitation. Merci pour l'introduction. Je suis fier d'être là. Je suis heureux d'être là. J'ai fait un long voyage à l'autre côté de la roue. Cependant, c'est important de partager ces petits moments ensemble entre les profs, les chercheurs de l'école et les étudiants. C'est important. Donc, vous m'avez donné une tâche de vous aider à définir la biodiversité. C'est ça? En me donnant un titre, notamment à la genèse du concept de biodiversité en sciences. Okay? Voilà, je vais faire mon mieux et je vais démarrer le premier diapo avec justement le livre de la Genèse, de la Bible, le fameux Jardin d'Éden, le paradis. Ici, il s'appelle, c'est un tableau qui s'appelle le paradis terrestre, peint par Jan Bruegel, l'ancien, au début du XVIIe siècle. Et vous voyez, c'est un paradis. C'est super. Et nous voyons aussi, c'est harmonieux. La nature, c'est pas du tout agressive. Ça semble, voilà, la paix, un vrai paradis. On voit aussi se concentrer sur les espèces les plus utiles ou les plus attrayantes pour l'homme. Les oiseaux, les mammifères, ils sont donc surreprésentés. Okay? C'est un préjugé historique qui se retrouve encore aujourd'hui dans ce déséquilibre. On va peut-être revenir après. Donc, alors, notre rapport avec la nature est d'abord d'où est née la volonté de comprendre et de classer le monde vivant qui nous entoure. Nous connaissons les premiers efforts et en fait les premiers efforts pour considérer le monde organique comme un système ordonné remontent au moins à Aristote au IVe siècle avant notre ère.
Et c'est au XVIIe, XVIIIe siècle que on commence à voir les cabinets de curiosité, les gentlemen riches qui pouvaient le permettre aller collectionner les spécimens, les pierres, etc. Pour créer les cabinets de curiosité. Ils essayaient de regrouper les objets qui avaient les rapports entre eux. Ils essaient de les regrouper entre eux. Et c'est voilà, tout à fait une œuvre remarquable que nous voyons plus souvent vers cette époque-là. Ça, c'est un exemple de Naples du XVIIe siècle, je crois. Mais le grand spécialiste des sciences naturelles était Carl von Linné. Carl von Linné, c'est lui qui a, en Suède, entrepris de répertorier, nommer et surtout classer systématiquement les espèces. Il crée ainsi une nouvelle discipline, la systématique, une branche des sciences naturelles qui vise à décrire la diversité des organismes vivants et à la regrouper en entités nommées taxons. La 10e édition de son livre Systema Naturae, publié en 1758, recense quelques 9000 espèces, de plantes et d'animaux surtout. Mais alors, quel était l'intérêt de classer la nature ? Une première motivation sûrement tient à la curiosité, au penchant spontané de l'humain pour classer les systèmes, pour essayer de faire une bonne classification, de ranger les choses dans une manière qu'on peut expliquer. Un second objectif est l'utilisation possible de la nature comme réservoir pharmacologique ou puiser, le cas échéant, différents traitements des maladies humaines. Cette quête a d'ailleurs conduit à la création du Jardin du Roi par Louis XIII, devenu ensuite le Jardin des Plantes pendant la Révolution. Ensuite, le plus grand moteur de cette volonté de classer la nature a sans nul doute été la volonté de tirer profit des espèces vivantes, de les commercialiser. Une innovation majeure a été le développement de la boîte Ward, de Ward Case. C'est cet objet-là. C'est un objet qui a permis de transporter les espèces, notamment des plantes, les arbres, sur les navires, d'un côté du monde à l'autre côté du monde. C'est difficile pour nous aujourd'hui d'apprécier l'importance de ces inventions. Mais elles ont été véritablement transformatrices à l'époque. La transplantation, commercialisation de caoutchouc, de sucre à canne, le cacao, sont trois cas bien célèbres, bien évidemment. Donc ça, c'est une partie où le monde académique a commencé à s'intéresser à la nature pour but lucratif, pour aider à mettre en valeur les espèces, la nature. Mais considérons maintenant les évolutions de la biodiversité dans le monde académique, dans un sens plus académique, en disant. Et je pense que c'est surtout la dimension du temps. La dimension du temps dans la nature qui a été considérée le plus intéressant. Alors, bien évidemment, la façon dont nous percevons notre environnement a énormément changé au fil du temps. Notre vision initiale, du moins dans la société occidentale, provenait bien sûr du paradis harmonieux de l'Éden, détruit et reconstruit après le déluge universel. La conception fixe et ordonnée de la nature, qui prévalait vers 1700, était également le produit de la physique mathématique de Descartes, Galilée, Newton, etc. Alors, les premières tentatives de chronologie globale sont compilées à partir des données contenues dans les livres de la Bible, conjuguées à la datation des grands événements des civilisations grecques, égyptiennes, hébraïques ou sumériennes.
Selon l'interprétation d'un certain archevêque irlandais Usher, en 1648, la Terre avait été créée le 26 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Okay? Mais bien sûr, déjà à l'époque, les questions se sont posées, c'est quoi ces fossiles qu'on trouve, certains coquilles qu'on trouve sur les montagnes, ils sont arrivés comment à ces endroits-là? Les fossiles des dinosaures, ça c'est un exemple sur une vase antique grecque qui montre clairement une fossile, un dinosaure, n'est-ce pas? Même avant avant notre époque. Et donc, les questions se sont posées sur l'âge de la Terre, et notamment en se fondant sur l'analyse des roches issues des archives géologiques. Plusieurs grands scientifiques ils ont commencé à décortiquer l'histoire de la Terre. D'abord, James Hutton, en Écosse, il a commencé à faire des vrais calculs intéressants, sérieux sur l'âge de la Terre. Ensuite, Charles Lyell a proposé l'uniformitarisme. Je n'entre pas dans les détails, mais on peut discuter après si vous voulez. Et bien d'autres, ils ont pu commencer à avoir une première idée de l'âge colossal de notre planète. En fait, plus de 4,5 milliards d'années. Ils ont aussi noté que des espèces jadis dominantes ont disparu, tandis que d'autres apparaissaient au fil du temps. Tout ça, ce fut un vrai séisme conceptuel, un changement de paradigme radical. Depuis près de 2 millénaires, le monde occidental vivait avec le dogme de l'immuabilité sacrée des espèces, créées par Dieu. Et après, bien sûr, Jean-Baptiste Lamarck, au Jardin des Plantes, en 1800, il a commencé à proposer l'idée que les espèces peuvent évoluer, ils peuvent s'adapter, ils peuvent changer. Il a proposé la théorie du transformisme qui a donné origine aux théories de l'évolution. Ensuite, Georges Cuvier a donné notamment l'importance du catastrophisme comme moteur de la vie sur Terre. Et ensuite, c'était Darwin, le génial Darwin, qui a mis ensemble plusieurs choses, qui a proposé une théorie sur comment les espèces changent, comment les espèces évoluent, comment les espèces sont générées pendant le temps. Donc, on a commencé à avoir une idée de la biodiversité, ces changements au fil du temps. Notre compréhension de l'histoire de la vie sur Terre reste encore très superficielle. Les fossiles sont difficiles à trouver, etc. Mais malgré ces limites, nous disposons de preuves très solides aujourd'hui pour affirmer qu'il y a eu, par le passé, 5 événements d'extinction de masse. Chacune de ces 5 grandes extinctions se définit comme une période de courte durée, moins d'1 million d'années, au cours de laquelle plus de 75% des espèces recensées dans la collection fossile ont disparu. La dernière grande extinction, bien sûr la plus fameuse, est survenue à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années. Elle a vu disparaître 6 à 8 espèces sur 10, et les dinosaures en particulier ont été anéantis lors de cette 5e grande extinction. Donc, ça, ils sont les preuves qu'on voit très clairement dans les roches, dans la géologie de notre planète. On connaît aujourd'hui aussi l'histoire de la vie sur Terre depuis ses origines. Depuis donc il y a 3,5 milliards d'années, la vie sur Terre est apparue notamment avec la photosynthèse et les cyanobactéries qui ont commencé à faire la photosynthèse il y a 3,5 milliards d'années, qui a permis l'augmentation d'oxygène dans l'atmosphère, qui a ensuite
permis l'évolution des cellules plus complexes, les eucaryotes. D'abord les eucaryotes unicellulaires, ensuite les eucaryotes pluricellulaires, les animaux qui se sont apparus d'abord dans les océans pendant l'explosion du Cambrien, il y a plus de 500 millions d'années. Et ensuite l'apparition de la vie sur Terre, d'abord les plantes, ensuite les insectes et enfin les animaux. Avec alors les plusieurs extinctions qui ont été vérifiées au fil du temps. Alors ça, c'est une vision linéaire de la vie sur Terre. On résume ça dans une horloge à 24 heures, l'histoire de la vie sur Terre. En 24 heures, la photosynthèse est apparu il y a 2 heures le matin, ok. Et après, il ne se passe pas grand-chose jusqu'à 10 heures le soir. 10 heures le soir, c'est l'apparition des animaux, l'explosion du Cambrien, les animaux dans les océans. Après, la vie sur Terre, les plantes, les dinosaures, ils sont apparus vers 11 heures le soir. Ils se sont anéantis vers 11h30. Et nous sommes apparus il y a 2 secondes avant minuit. Okay? Donc notre histoire sur la Terre, c'est vraiment juste une très petite partie de cette histoire que je viens de vous montrer. Mais bien évidemment, nous sommes devenus très conscients aujourd'hui, même pendant ces 2 secondes, même beaucoup moins, des dégâts que nous avons provoqués sur notre planète. C'est pas du tout une nouveauté. Les premières tentatives de protéger l'environnement, ils remontent au 19e siècle. Le premier parc naturel, c'était le Kruger National Park en Afrique du Sud. Yellowstone était le premier aux États-Unis en 1872, je crois. Donc, on commence à avoir un peu de sensibilisation au fait que l'humain n'est pas forcément la meilleure espèce pour la planète. On a perdu un peu cette prise de conscience pendant les guerres du XXe siècle, bien évidemment, malheureusement. Et les mouvements environnementaux, ils ont pris alors beaucoup de retard à cause des 2 guerres mondiales. Mais c'est Rachel Carson, notamment en 1963, qui a publié ce livre très, très connu, Le Printemps silencieux, Silent Spring, qui a mis en lumière l'impact puissant de l'homme, l'impact puissant souvent néfaste que nous avons sur notre environnement. Elle parlait beaucoup des pesticides à l'époque. Le Silent Spring de Rachel Carson s'est considéré comme la première impulsion majeure pour faire progresser le mouvement environnemental mondial. Il a motivé ensuite notamment le jour de la Terre que nous connaissons tous aujourd'hui. La première journée de la Terre a eu lieu le 22 avril en 70. Okay. Et nous voyons là un reportage du New York Times à l'époque, le 23 avril, qui parlait de cette manifestation sur les rues de New York. Je crois qu'il a rassemblé autour de 20 millions de personnes, okay, à New York. Et ça reste la plus grande manifestation d'une journée dans l'histoire de la Terre. Okay. Donc, il y a plus de 50 ans maintenant, et la journée de la Terre, Earth Day, continue à être très importante, très internationale. On a réussi à faire certaines choses au niveau de notre espèce. On a réussi à régler certains problèmes majeurs que vous connaissez tous, j'imagine, le protocole de Montréal en 89 qui a réussi à faire fin
à l'utilisation des chlorofluorocarbones, les réfrigérants, des produits chimiques qui détruisaient l'ozone dans la haute atmosphère. Donc, en étant société, on a réussi à régler ce problème qui était un vrai problème. Perdre la couche d'ozone dans notre atmosphère, ça aurait provoqué la mort d'énormément de personnes, on est persuadé. Donc c'est une très bonne réussite que nous avons réussi à réagir dans le temps à une catastrophe environnementale. Depuis, il y a toujours de plus en plus les mesures de protection de la biodiversité. Je peux citer le Rio Earth Summit de 92, qui était très important. Il a donné naissance à la Convention sur la diversité biologique en 92, qui a donné ensuite le protocole de Nagoya, qui essaie de protéger les ressources génétiques sur notre Terre. Nous connaissons aujourd'hui l'IPBES, la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystèmes. C'est une espèce de GIEC pour le climat, focalisé sur la biodiversité. Donc, on a plusieurs actions qu'on a réussi à mettre en place pour essayer de protéger au mieux notre environnement aujourd'hui. Je voulais donner un petit résumé de l'état actuel de la biodiversité. Si je prends peut-être 2-3 minutes. Oui. Je pense que ça sera important de voir un peu où on est aujourd'hui. Voilà, on parle souvent de la catastrophe environnementale, etc. Mais il faut toujours voir les chiffres. Nous faisons un petit tour de l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité. À gauche, nous voyons l'impact humain sur la biomasse des mammifères ces derniers 100 000 ans. Nous avons les mammifères sauvages il y a 100 000 ans sur la gauche là. Et ça, c'est l'état actuel. Nous voyons que la biomasse des mammifères a énormément augmenté. Bon, c'est un succès, n'est-ce pas? Mais en fait, la biomasse des mammifères sauvages a chuté 6 fois, je crois, pendant ce temps. Et c'est surtout dû au bétail, les vaches, les moutons, les porcs, etc., qui contribuent à cette augmentation massive de biomasse des mammifères sur la Terre. Donc ça, c'est un chiffre intéressant, je trouve. Sur la droite, il y a l'extension du terrain agricole pendant ce même période de temps. Nous voyons que ça continue à augmenter, l'extension du terrain agricole. Nous voyons ici la perte d'habitat. Sur la gauche, la perte d'habitat dans le monde, montrée par les couleurs plus chaudes, montre la perte des habitats. Et à droite, comment ça impacte la biodiversité. Nous voyons une corrélation très forte entre la perte d'habitat et la perte de biodiversité. Donc, la crise de la biodiversité, c'est notamment dû à la perte d'habitat. Mais alors, où on est concernant les espèces menacées d'extinction? Nous voyons ici une figure que j'ai prise du dernier rapport de l'IPBES en 2019. Ils ont fait un recensement de différents types d'organismes. Il y a des mammifères, il y a des amphibiens, des plantes, etc. dans ce tableau. Et les couleurs montrent les espèces, le nombre d'espèces menacées, les espèces en bon état, etc. Et nous voyons il y a plusieurs groupes d'espèces menacées
même jusqu'à 40% des espèces de certains groupes sont menacées. Nous voyons sur ce panneau-là les extinctions depuis 1500. Ça, c'est la fameuse liste rouge de Louis Sienne. Nous voyons les tendances pas trop positives, on peut dire. Voilà. Et les comparaisons, ils ont été faits par rapport à les taux d'extinction actuels aujourd'hui par rapport aux 5 extinctions massives dans le passé. Okay? Ça, c'est j'ai pris cette figure d'un papier de Barnowski qui est apparu en Nature en 2011, qui fait une comparaison avec le nombre d'espèces déjà éteintes ou menacées d'extinction par rapport aux 75%, le pourcentage qui définit une extinction massive. Okay? Et son conclusion, ce qu'il écrit en anglais, traduit en français, dans la discussion, il dit si toutes les espèces menacées disparaissaient dans les 100 ans et que leur taux de disparition se maintenait, l'extinction des animaux terrestres atteindrait l'ampleur des 5 grandes extinctions, dont peut-être 240 ans. Donc, c'est pas demain, mais voilà, mais c'est pas trop loin non plus. Donc ça, c'est un peu un état des lieux de notre planète aujourd'hui. Et juste pour terminer, je pense notre rôle sur la planète en tant que gardien de la planète, on a un aspect moral à essayer de protéger, de préserver, de limiter les dégâts que nous provoquons autour de nous, mais il y a aussi un sens socio-économique, car il y a la valeur dans la biodiversité. Il y a différents types de valeurs. Quand on les définit en service écosystémique, les bénéfices que les écosystèmes fournissent à l'humanité, il y a les services culturels que je peux lister, il y a les services de régulation, résistance à l'invasion, l'importance de la pollinisation, régulation des maladies, etc. Il y a des biens en termes de nourriture, fibres, carburant, pour donner certains exemples. Et les services de soutien, la production primaire de matières organiques, la génération d'oxygène, le cycle d'eau, plein de choses qui ont une valeur. Et sur la droite, nous voyons une étude d'impact faite par le Forum économique mondial en 2010, qui essaie de mettre les chiffres sur ce que ça veut dire la perte de biodiversité en centre là, pour toute une série de facteurs économiques, socio-économiques. Et ils ont conclu que la perte de biodiversité concerne la perte potentielle de plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc, ce n'est pas juste la nature qu'on souhaite protéger, il y a aussi une valeur socio-économique qu'il faut aussi prendre en compte dans les discussions de la biodiversité. Je pense que j'arrête là, voilà, dans l'intérêt du temps, et on peut revenir après sur certaines choses. Merci beaucoup pour cette intervention brillante et extrêmement bien documentée. Du coup, maintenant, on va passer à l'intervention de Monsieur Mabille, si vous nous entendez. Oui, oui, je vous entends. Parfait. On vous laisse la parole alors. Bon, voilà. Déjà, pardon, je vais enlever l'écouteur parce que sinon, j'ai en double. Donc, vous me faites des grands signes si vous voulez me parler, je remets l'écouteur. D'accord, ok, on fait ça. Voilà, donc déjà, toutes mes excuses pour ne pas être présent avec vous aujourd'hui, mais vous faisiez référence, Nils, à SOS Méditerranée en 2018 et la manière dont j'avais été choqué
de la façon dont ils avaient été traités. Et depuis, je suis devenu l'avocat de SOS Méditerranée et j'étais précisément pris ce matin par une audience à Marseille pour représenter cette belle association que constitue SOS Méditerranée. Mais je ne vais pas vous parler de sauvetage en mer aujourd'hui, je vais vous parler de biodiversité et un petit peu comme Chris a pu le faire en matière scientifique, je vais essayer de vous retracer un petit peu cette évolution de cette notion de biodiversité dans le droit. Et dans le droit de l'environnement plus précisément, le droit de l'environnement qui est né en France avec un décret qui est de 1810, qui a été élaboré par Jean Chaptal, qui était le décret sur les établissements insalubres et qui était un petit peu à l'origine du régime des installations classées qu'on connaît en France et qui a été répliqué dans pas mal de pays dans le monde, qui soumet à autorisation de l'administration les industries les plus impactantes sur l'environnement, sur la nature, sur la biodiversité, même si on n'en parlait pas à l'époque, et qui était un décret qui a été pris non pas pour protéger l'environnement, mais pour permettre le développement économique, puisque à la fin du XVIIIe siècle, dans cette France qui commence à s'industrialiser et dans laquelle les premières pollutions sont constatées, pollutions issues d'usines, de fumée, etc., les riverains, les citoyens avaient tendance à saisir les juges, et les juges très régulièrement ordonnaient la fermeture des usines, tout simplement en raison des nuisances qu'elles engendraient sur les riverains. Et c'est finalement pour déposséder le juge de son pouvoir que Jean Chaptal, Napoléon, en 1810, va proposer de conférer ce pouvoir d'appréciation à l'administration, de juger qu'est-ce qui est admissible ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc le droit de l'environnement n'est pas un droit pour protéger l'environnement, mais est un droit à l'origine pour détruire l'environnement. Alors dans ce droit de l'environnement, où apparaît cette notion de biodiversité, plutôt de nature, et tout débute dans un lieu que vous connaissez bien, puisque vous l'avez cité dans la présentation de votre association, qui est celui de cette belle forêt de Fontainebleau, avec, à la fin du 19e siècle, la mobilisation d'artistes. D'ailleurs, vous faisiez référence aussi à la résidence d'artistes que j'ai créée ici en Camargue, mais le lien entre les artistes et l'environnement est ancien. À l'époque, c'était Théodore Rousseau, Georges Sand, qui se sont battus à partir de 1830-1840 contre le plan d'exploitation de la forêt de Fontainebleau, qui consistait essentiellement à planter des grandes scieries de pins sylvestres et à raser toute la nature qui les précédait, et qui a suscité une grande opposition, y compris avec des artistes, des peintres qui se transformaient en éco-guerriers, déjà à l'époque. Ce n'était pas les soulèvements de la terre, mais déjà il y avait des éco-guerriers qui décapitaient les jeunes plants de pins sylvestres pour faire échec à cette exploitation pré-industrielle de la forêt, et qui a conduit en 1853 au premier succès d'envergure et le classement, la mise hors exploitation de 620 hectares de la forêt de Fontainebleau, et la création de cette première réserve en prenant en compte l'intérêt scientifique, historique ou légendaire, comme le permettait le tout jeune code forestier qui avait été adopté en 1827. Donc ce n'est pas la valeur intrinsèque de la nature qui était protégée, mais c'était plutôt sa valeur patrimoniale. Et c'est sur ce premier point que je vais débuter. Alors, ma présentation sera en 3 points. D'abord, la reconnaissance de cette valeur patrimoniale. Ensuite, la valeur instrumentale de la nature, pour terminer avec la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la biodiversité. Et donc, tout a débuté dans cette forêt de Fontainebleau, et je suis heureux que vous puissiez poursuivre ce mouvement en choisissant cette forêt comme terrain d'étude. Et je citerai juste cette phrase de Victor Hugo qui écrivait en 1867 « Un arbre est un édifice, une forêt est une cité, et entre toutes les forêts, la forêt de Fontainebleau est un monument. Ce que les siècles ont construit,
les hommes ne doivent pas le détruire. De la défense des arbres, avec Théodore Rousseau, George Sand, Victor Hugo, on a évolué progressivement au XIXe siècle avec la défense du paysage. On ne parlait toujours pas de biodiversité, mais de paysage, et notamment de l'autre côté de l'Atlantique, avec la création de la première aire protégée au sens moderne, qui fut le parc national du Yellowstone, créé en 1872 par le gouvernement fédéral américain. Ce parc national la création de ce parc national était basée sur des considérations qui étaient essentiellement esthétiques, c'est-à-dire qu'on préservait, on voulait préserver ce que John Muir, l'Américain, appelait l'âme des pionniers, ces cathédrales de la nature. Et donc, on était dans une logique de préservation qui, à l'époque, déjà s'opposait à une autre logique qui était celle de la logique de conservation qui était une logique naissante, principalement défendue par les forestiers, qui, eux, défendaient cette vision, cette approche utilitaire de la nature. Conserver, ça veut dire conserver la nature pour pouvoir l'utiliser, utiliser ses ressources ultérieurement et conserver ses valeurs d'usage et sa valeur utilitaire. Alors que la préservation, défendue par John Muir, visait à préserver des considérations, était basée sur des considérations qui étaient essentiellement esthétiques, et là encore associées aussi à des artistes qui venaient peindre ces montagnes rocheuses et qui ensuite, sous forme de chromos, étaient largement répandues sur la côte est américaine. Alors, à l'époque, cette conservation de la nature et ces premières aires protégées l'étaient sans les humains, puisque la création du parc national du Yellowstone a été accompagnée de la chasse des populations autochtones et des Indiens qui y vivaient, puisqu'il fallait préserver la nature comme étant un monument naturel en tant que tel, sans la présence des humains. En France, on a connu également ce mouvement un peu plus tardivement avec la création du premier parc national alpin, même s'il n'était pas un parc national au sens propre juridique du terme, en 1915, sur le site de la Bérarde, du nom de ce petit village qui a connu un drame cet été à travers qui a été ravagé par un écoulement par un débordement du ruisseau, une grave inondation. Mais également, pas uniquement dans la montagne, puisqu'on recense la première grande mobilisation citoyenne pour la préservation d'un paysage à Marseille, le 13 mars 1910, puisque ce sont 2000 personnes qui manifestent pour défendre les calanques qui étaient menacées par les activités industrielles et notamment par le développement des usines de soude, dont vous pourrez encore voir, pour ceux qui connaissent Marseille, sur la route qui mène au Goude, les reliques de cette activité industrielle qui a failli détruire totalement ce paysage, désormais, depuis 2012, classé en parc national. Donc on restait sur une vision presque maurassienne de la nature, réduite au paysage. Et d'ailleurs, c'est beaucoup dans la littérature au XXe siècle, dans la littérature de l'extrême droite, qu'on défend la préservation de ces paysages, qu'on dénonce les pollutions, qu'on dénonce les nuisances qui sont causées à l'époque par les manufactures, pollutions auxquelles on associait également les populations immigrées qui travaillaient et qui constituaient toutes deux une menace pour la pureté de la civilisation européenne. À l'époque, au début du XXe siècle, les atteintes à la nature sont jugées normales et le recours au droit est totalement inefficace, faute de normes juridiques. En 1916, la Cour suprême du Reich allemand estime que la pollution de la Ruhr est un fait normal. Et l'année précédente, une cour en Allemagne déboute un paysan qui se plaignait de la destruction de son verger, estimant qu'il était irresponsable d'exploiter un verger dans une ville industrielle. À début du XXe siècle, s'opère cependant un premier tournant à travers l'apparition de la notion de nature dans le droit d'espèce et la reconnaissance, et c'est mon deuxième point, d'une valeur instrumentale de la nature.
en 1902, le 19 mars 1902, est adoptée la première convention internationale sur la protection d'espèces sauvages, qui est la Convention de Paris relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture. Dans cette convention, on ne protège que les oiseaux qui ont une utilité pour les exploitations agricoles. Et par exemple, les rapaces, notamment l'aigle royal, est considéré comme une espèce nuisible qu'il convient d'éliminer. Il ne faut cependant pas mépriser totalement cette démarche utilitaire. Et on peut penser à la protection des chats dans l'Égypte antique, qui est née de leur rôle dans la chasse aux rongeurs et la sauvegarde des récoltes du bassin du Nil et de la protection. Cette protection s'est ensuite muée en adoration par les Égyptiens de l'Égypte antique. Un peu la même chose pour les baleines qui ont été profondément chassées au cours du 19e siècle, qui a conduit à un épuisement des stocks, et à la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine, qui a permis de préserver cette espèce, non pas pour ce qu'elle représente, pour sa valeur intrinsèque, pour son droit d'exister, mais uniquement pour la valeur économique qu'elle représentait. C'était notamment l'huile de baleine qui permettait d'alimenter les lampadaires jusqu'au début du XXe siècle. En 1923, toujours à Paris, a lieu le premier congrès international pour la protection de la nature, qui réunit 300 participants représentant de 17 pays et qui est considéré comme un franc succès et qui conduira quelques années plus tard à 2 autres conventions. La convention de 1933 de Londres sur la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel en Afrique, qui aborde pour la première fois les notions d'espèces menacées d'extinction, les concepts de réserve intégrale et de parcs nationaux, mais encore une fois dans le cadre d'une vision très coloniale de la nature qui était ici réduite à sa dimension africaine, alors qu'on négligeait la protection de la nature sur le continent européen. En 1940 est adoptée la Convention de Washington pour la protection de la faune et de la flore et des beautés panoramiques naturelles des pays de l'Amérique. Donc on voit encore ici cette valeur esthétique, économique parfois, historique et plus rarement scientifique de la nature qui est prise en compte. Ensuite survient la Deuxième Guerre mondiale qui constituera aussi un accélérateur des pollutions et l'entrée dans ce qu'on appellera ce siècle toxique. Chris faisait référence à Rachel Carson qui décrira le XXe siècle comme an age of poisons, l'époque des poisons. La nature est domestiquée, soumise aux besoins de l'humanité. Au cours du XXe siècle, c'est un grand barrage de plus de 15 mètres qui est construit chaque jour dans le monde et qui conduit en réaction à l'émergence d'un mouvement écologiste, protecteur de la nature, et toujours à Fontainebleau, en 1948, après-guerre, la création de l'UICN, à l'époque l'UIPN, l'Union internationale pour la protection de la nature, qui devra Union internationale pour la conservation de la nature, dont j'ai l'honneur d'être l'un des vice-présidents du comité français. En 1960, les premières mobilisations contre des projets, et notamment celle en Vanoise. En 1960, c'est la première loi française sur les parcs nationaux qui conduira en 1962 à la création du parc national de la Vanoise et qui, dès sa création, a été menacée par l'extension d'une station de ski, celle de Tignes, et qui a conduit à une très forte mobilisation qui a eu pour conséquence la fédération d'un certain nombre de mouvements écologistes naissants et la création d'une fédération qui existe toujours et qui joue un rôle majeur, qui est la Fédération France Nature Environnement, qui est née de ce combat pour la préservation des montagnes de la Vanoise. 1970, c'est la naissance de l'écologie politique, des premières organisations non gouvernementales, Greenpeace, les Amis de la Terre, créés en 1971, et également des premières manifestations écologistes avec le Larzac en 1971-72, Fessenheim en 1972, Crest-Malville en 1977 et les affrontements de Plogoff en Bretagne en 1978-1980 qui marquent la première grande victoire écologique puisque suite à l'opposition massive des populations,
EDF renonce à l'implantation de cette centrale nucléaire à proximité de Douarnenez. Fin des années 60, c'est également l'adoption de la première convention généraliste sur la protection de l'environnement en 1968, qui est la convention d'Alger, dans cette Afrique décolonisée, la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, et qui marque une étape importante dans la reconnaissance du droit international de l'environnement. 1974, c'est le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle, René Dumont, auteur de L'Utopie et la mort. Ce sont également la création des premières institutions spécialisées. En 1971, la création de l'Agence de l'environnement japonaise. L'année précédente, en 1970, la création de l'Environmental Protection Agency aux USA, l'EPA, et en 1971, la création du ministère de l'Environnement en France. Le développement du droit international de l'environnement et la prise en compte de certains milieux naturels intervient également au même moment avec la convention de Ramsar sur la conservation des zones humides d'importance internationale comme habitat des oiseaux d'eau, qui est la première à créer un réseau d'aires protégées à l'échelle globale. J'ai le plaisir d'ailleurs de vivre dans un des sites Ramsar, qui est la Camargue. Et en 1972, encore une étape importante avec la conférence de Stockholm, qui est la première conférence sur l'environnement et le développement, dans lequel on reconnaît une vision patrimoniale, cette fois-ci, de la nature, puisque le principe 4 de la déclaration de Stockholm dit que l'homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la gestion du patrimoine constitué par la flore et la faune sauvage et leur habitat. La notion de patrimoine est importante puisqu'elle renvoie à l'idée d'une transmission à des descendants et donc à cette idée de conserver pour pouvoir transmettre ce qu'on appelait à l'époque la faune et la flore, qui doivent être préservées pour les générations présentes et à venir, nous dit encore la déclaration de Stockholm. L'année suivante, 1972, c'est la création du programme des Nations Unies pour l'environnement, l'adoption de la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine mondial qui va lier patrimoine culturel et patrimoine naturel. 1976, l'adoption de la première loi sur la protection de la nature en France avec la reconnaissance des listes d'espèces protégées, la création des réserves naturelles. Et à la fin des années 70, la Convention de Bonn sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et la Convention de Berne sur la protection du milieu naturel en Europe qui va couvrir l'ensemble du continent européen. Je termine sur ma troisième partie qui est la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la nature dans le droit et le tournant de la Convention de Rio, du sommet de Rio, le sommet de la Terre en juin 1992, qui sera le plus grand, à l'époque, le plus grand rassemblement mondial, 110 chefs d'État issus de 170 pays, des milliers de représentants de la société civile, et l'adoption de deux grandes conventions, la Convention sur les changements climatiques et la Convention sur la biodiversité biologique, la reconnaissance de la biodiversité comme un bien commun mondial, le lien également entre santé et biodiversité à travers la déclaration de Rio qui indique que les êtres humains ont droit à une vie saine en harmonie avec la nature. Donc ça aussi, c'est ce lien. Et d'ailleurs, le mot harmonie est un mot qui est issu du grec harponia, qui renvoie au nom de la fille d'Arès, le dieu de la guerre, et d'Aphrodite, la déesse de l'amour. C'est l'équivalent du yin et du yang de la cosmologie chinoise. Donc cette convention sur la diversité biologique est aussi importante puisqu'elle permet de donner une définition pour la première fois à la diversité biologique, entendue comme la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins, les autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces, entre espèces, ainsi qu'entre les écosystèmes. Donc on a une diversité intraspécifique, une diversité génétique et une diversité écosystémique, les trois étant regroupés sur le terme de diversité biologique ou biodiversité.
Et pour la première fois, ce terme sort des labos d'écologie et va conquérir le monde des juristes, du droit, des politiques et du grand public. Cette convention a cependant 3 grands défauts. Elle consacre la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles et donc l'absence de contrôle supranational sur la biodiversité. Un champ d'application qui est limité aux zones de souveraineté et donc qui ne prend pas en compte la haute mer notamment et les fonds marins. Et un texte qui est très peu contraignant. Elle permet cependant de conférer 4 enjeux à la biodiversité. Un enjeu scientifique, comprendre ses fonctions et son évolution. Un enjeu économique, à travers les ressources biologiques et génétiques. Un enjeu éthique, à travers le droit à la vie des espèces. Et un enjeu social, à travers le partage des valeurs de la biodiversité. Partage des valeurs de la biodiversité qui fera l'objet d'un protocole à la Convention sur la diversité biologique adopté en 2010, le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation. 1992, c'est également l'adoption de la directive Habitat, la création du réseau Natura 2000, qui est le plus grand réseau d'aires protégées au monde, qui couvre à peu près 17% du territoire de l'Union européenne aujourd'hui. Ensuite, les années 2000, 2010, année internationale de la biodiversité. 2010-2012, c'est l'affaire de l'Erika et la reconnaissance par la Cour d'appel de Paris et ensuite par la chambre criminelle de la Cour de cassation de la notion de préjudice écologique et donc du droit à la biodiversité à être réparé. 2012, la création de l'IPBES, l'IPBES, dont a fait référence Chris, et 2016, la loi relative à la reconquête de la biodiversité, même si on peut considérer que le terme reconquête fait référence à un terme guerrier, aujourd'hui à un parti politique pour lequel j'ai très peu de sympathie, mais qui suppose que la biodiversité est aussi perdue. Mais cette loi définit pour la première fois dans le droit français ce qu'est la diversité biologique, en reprenant exactement la définition qui a été celle de la Convention adoptée en 1992 et qui désormais figure à l'article L110-1 de notre Code de l'environnement. La loi biodiversité va également institutionnaliser la biodiversité à travers la création de l'Office français de la biodiversité et va également reconnaître, intégrer dans le Code civil, le préjudice écologique qui avait déjà précédemment été consacré par la jurisprudence. 2020, la création des pôles régionaux environnementaux, c'est-à-dire de cette spécialisation de la justice pour traiter les atteintes à l'environnement. 2021, la reconnaissance du délit d'écocide, même si ce n'est pas un crime d'écocide, si bien qu'aujourd'hui, on planifie la biodiversité à travers une stratégie nationale pour la biodiversité, des stratégies régionales pour la biodiversité. On institutionnalise la biodiversité à travers la création d'un secrétariat à la biodiversité, qui a malheureusement été supprimé dans l'actuel gouvernement. L'Office français de la biodiversité, j'en ai parlé, les agences régionales de la biodiversité, les parcs nationaux, donc des institutions qui sont chargées de gérer et de préserver cette biodiversité. Et 2024, dernière innovation, on répare la biodiversité à travers l'adoption du tant décrié et tant honni par la droite européenne du règlement européen sur la restauration de la nature qui fixe 2 objectifs ambitieux, un objectif en 2050 de réparer 100%, de restaurer 100% des écosystèmes qui ont besoin de l'être et d'ici 2030, c'est-à-dire dans maintenant 5 ans, de restaurer 20% des zones terrestres et 20% des zones marines. On voit le défi, l'enjeu qu'il y a aujourd'hui à cette notion de restauration, de réparation, de reconquête de la biodiversité. Pour terminer, la valeur patrimoniale de la biodiversité n'a pas disparu, mais elle se conjugue avec une vision instrumentale, plus rarement avec une vision intrinsèque à travers la reconnaissance du préjudice écologique. Valeur patrimoniale qui est également consacrée dans notre droit de Code de l'environnement qui dit que les espaces, les ressources, les milieux naturels, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation, c'est notre patrimoine commun à tous, et également émergeant à nouveau les questions de lien entre santé et biodiversité, et ce concept une seule santé qui est né, en tout cas qui a été amplifié par la pandémie de Covid-19, mais cependant la biodiversité continue d'être négligée,
en raison des difficultés de son évaluation, de sa compréhension, les difficultés de son suivi. Les technocrates, les entreprises préfèrent beaucoup plus le climat pour lequel on peut, à travers des tableaux Excel, des indicateurs, suivre des courbes. C'est beaucoup plus difficile en ce qui concerne la biodiversité. Je l'ai dit, la biodiversité a disparu dans l'actuel gouvernement, alors même que le WWF nous informe aujourd'hui que 73% des vertébrés ont disparu depuis 55 ans. La multiplication, on voit aussi apparaître la multiplication des conflits entre climat et biodiversité. Je suis en Camargue, dans une zone qui est une zone majeure pour les oiseaux, dans laquelle, au nom du climat, on veut aujourd'hui nous construire une ligne à très haute tension avec des pylônes de 60 mètres et qui sont des obstacles majeurs pour ces populations d'oiseaux qui vivent ou qui migrent en Camargue. Et finalement, l'impossibilité d'avoir une vision holistique de la biodiversité parce qu'elle est au carrefour de toutes les crises, la crise climatique, la contamination des polluants et notamment la contamination chimique et celle du plastique, la déforestation, la surexploitation des océans. Et peut-être que la biodiversité est négligée parce qu'elle est insuffisamment comprise, parce qu'elle est trop complexe, parce qu'elle n'est pas uniforme partout. Les récifs coralliens, par exemple, qui occupent 0,1% des océans, constituent l'habitat de 30% des espèces, ou les forêts tropicales humides, qui regroupent plus de 50% des espèces terrestres au monde et qui pourtant disparaissent à la vitesse de la surface d'une Grande-Bretagne chaque année. Donc voilà, il y a plus que jamais urgence à s'intéresser à la biodiversité, à préserver la biodiversité. Et comme j'écoutais Yann Laurence, le directeur du WWF ce matin, il parlait d'un risque de burn-out de la biodiversité, c'est-à-dire au même titre que des humains peuvent avoir un burn-out qui finalement constitue un effondrement qui vient très rapidement, subitement. Aujourd'hui, c'est le risque auquel est exposée la biodiversité. J'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sébastien. C'était très intéressant. Malheureusement, on va libérer la salle dans exactement 22 minutes. Donc, on va devoir peut-être diriger un peu sur les questions que vous avez posées, mais je ne sais pas, est-ce que vous allez commencer? Oui, donc peut-être qu'on ne posera que 2 ou 3 questions, mais je suis sûre que ce sera quand même intéressant. Une des premières questions qu'on voulait vous poser, c'est qu'on parle souvent de lutte pour la préservation de la biodiversité sous le prisme des services écosystémiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Sébastien? La notion de service écosystémique renvoie à cette vision utilitaire de la biodiversité. C'est une notion qu'on utilise en matière de préjudice écologique aussi pour pouvoir évaluer sous forme monétaire, donner un prix finalement à une atteinte à l'environnement. C'est toujours très compliqué pour l'expérimenter, que ce soit sur les dossiers que j'ai sur les mines d'or en Guyane ou sur des braconnages d'espèces dans le parc national des Calanques. Mais la notion de service écosystémique, moi, me dérange un peu parce qu'elle peut avoir son utilité pour évaluer une atteinte à l'environnement et donner un coût à la réparation, mais ne doit pas finalement être systématiquement utilisée pour pouvoir, notamment dans le cadre des luttes environnementales, parce que la biodiversité a aussi une valeur intrinsèque, une valeur d'existence, une valeur éthique qu'il faut aussi défendre. Ce n'est pas uniquement la valeur des services rendus, des services économiques rendus par la biodiversité, même s'ils sont immenses et qui sont encore une fois difficilement évaluables, mais on sait qu'ils sont considérables. Mais il faut aussi prendre en compte la valeur d'une rivière, c'est aussi la mémoire de l'eau, c'est aussi sa valeur en termes de poésie, en termes de beauté, qui sont des valeurs qui sont éminemment subjectives aussi, qui dépendent de chacun des individus, et ne pas négliger non plus la valeur intrinsèque de la nature, c'est-à-dire le droit à la vie, le droit à l'existence de toutes ces espèces, et en premier lieu des espèces qu'on ne connaît pas et qu'on va détruire sans même les connaître. Merci.
Très complet, Sébastien. Bravo, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je comprends que c'est utile, une valeur écosystémique, les services écosystémiques. Je comprends l'utilité de donner un chiffre à un endroit donné, par exemple. Mais de l'autre côté, c'est extrêmement dangereux. Quand on commence à quantifier les valeurs, on serait peut-être dans l'obligation un jour de faire les choix, de laisser tranquille un endroit par rapport à un autre, basé sur une valeur écosystémique. Donc ça, je trouve extrêmement dangereux. Et ça humanise trop la valeur d'un écosystème, de la nature. C'est forcément anthropique notre conception d'une valeur. Par contre, les insectes, les vers de terre, ils ont le droit d'exister. Ils font des choses qui ne concernent pas, mais qui sont extrêmement primordiales pour le fonctionnement de notre planète. Donc voilà, je suis plutôt contre l'idée, même si je comprends l'utilité. Et donc justement, pour rapport à ce que vous disiez, Chris, de l'arbitraire, d'avoir à faire un choix de quel type de biodiversité et d'habitat on va pouvoir choisir. Par exemple, il y a une question qui se pose aujourd'hui avec la question des espèces invasives ou des espèces anthropisées comme les espaces ruraux, où on a une biodiversité qui est soit des espèces invasives, soit une biodiversité qui est complètement transformée. Et de dire, parfois on a des mouvements, par exemple c'est le cas avec la loi de restauration de la nature à l'échelle de l'Union européenne, de dire qu'il faut revenir à la biodiversité originelle, celle qu'il y avait avant. Et est-ce que c'est pas un peu contradictoire, voire un peu schizophrène, de se dire oui, il faut mieux favoriser une biodiversité qui serait originelle et quitte à tuer et laisser mourir une biodiversité qui est peut-être pas celle qu'on désire, mais qui existe pour autant. Oui, encore une fois, notre vision de la nature autour de nous, c'est très anthropisé. Notre concept d'une nature harmonieuse, etc., c'est quelque chose que nous, on a inventé. Et il y a très peu d'endroits où il y a la forêt vierge, par exemple, quasiment ça n'existe pas. En Europe, ça n'existe plus. Il y a les endroits que nous on considère naturels, esthétiquement magnifiques, mais souvent ils sont les écosystèmes synthétiques fabriqués par l'homme. Le bocage, je fais juste un exemple du bocage. C'est un endroit magnifique en Normandie, mais ça a été entièrement fabriqué par l'homme. Est-ce qu'il faut valoriser ça, ou est-ce qu'il faut tout détruire pour revenir en arrière à comment l'était la Normandie, je ne sais pas, il y a 10 000 ans, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Donc l'idée d'une nature qui n'a pas été touchée par l'homme, pratiquement ça n'existe plus, malheureusement. Est-ce que Sébastien voulait répondre peut-être à cette question ? Oui, je peux qu'approuver ce qui vient d'être dit. Je prendrai un exemple. J'ai eu le plaisir, l'année dernière, lors d'une mission en Guyane, puisque je lutte pas mal contre les mines d'or, de faire une journée en hélicoptère avec l'Office national des forêts et l'unité qui surveille l'orpaillage légal et illégal. Et sur 8 heures de vol en hélicoptère au-dessus de cette forêt amazonienne, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas une piste, une mine, quelque chose, une trace humaine partout, partout, partout. Et j'ai été bouleversé de voir cette présence humaine aussi importante et ces atteintes à l'environnement aussi importantes dans une forêt qui pourtant, la forêt amazonienne, et peut-être qui dans l'imaginaire collectif correspond le plus à ce que nous on imagine de forêt vierge et qui ne l'est pas du tout et plus du tout.
Peut-être on pose juste une dernière question, puis là, et peut-être que la salle a deux, trois questions rapides avant de libérer la salle pour le suivant. Et une question pour tous les deux, question un peu ouverte. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le droit et la science sont des outils qui sont suffisants pour lutter contre l'érosion de la biodiversité? Est-ce que vous pensez qu'une des solutions réside ailleurs? En particulier en termes peut-être d'engagement, et quelle forme d'engagement? Sébastien? Le droit, j'ai parlé en ce que je connais, le droit, on a aujourd'hui plus de 500 traités, conventions internationales sur la protection de l'environnement et notamment la biodiversité. Nous avons un code de l'environnement qui fait près de plus de 2000 pages, un code forestier, un code rural et de la pêche maritime, des lois, des textes, des décrets qui se superposent et pourtant, la biodiversité ne s'est jamais aussi mal portée. Donc non, le droit n'est pas aujourd'hui en mesure de préserver la biodiversité. Ouais, et c'est la raison pour laquelle, en tant que juriste, en tant qu'avocat, je soutiens également d'autres formes d'action et notamment les actions de désobéissance civile qui peuvent être menées par les soulèvements de la terre, par d'autres, parce qu'aujourd'hui, la biodiversité a besoin, pour être préservée, le vivant pour être préservé, a besoin d'une mobilisation, d'une sensibilisation, et que finalement aussi certains militants, certains individus se mettent leur corps devant les pelleteuses pour pouvoir arrêter cette folie destructrice qui malheureusement ne fait que prospérer, quoi. Et je pense que je peux ajouter que la science n'est pas dans la mesure actuelle de répondre aux dégâts non plus. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, on ne maîtrise pas. Souvent, quand on fait des interventions dans les écosystèmes, on crée encore plus de dégâts. Si on essaie d'éliminer un pathogène, en introduisant une autre pathogène contre le pathogène, quand on fait les interventions, généralement, ça tombe mal. Il y a très peu d'exemples positifs. Il y a juste, par exemple, la réintroduction du loup à Yellowstone après sa disparition dans les années 50. Ça a été un succès. Donc la science a compris que le loup, c'est une espèce clé de voûte. Pour Yellowstone, ils ont réintroduit, ils ont recréé un équilibre dans les écosystèmes, ça marchait. Mais généralement, ça ne marche pas. On ne comprend pas encore les lois, les règles de la nature. Donc, la science a encore beaucoup de choses à faire avant de proposer les solutions. Merci beaucoup pour ces bouts de réponses qui sont très intéressants. Est-ce que la salle aurait des questions à poser à M. Bollman et à M. Davier? Je peux passer le micro. Bonsoir. J'ai une question un peu de droit plutôt. Est-ce que s'il y a un processus juridique qui vise à établir que, par exemple, une région donnée soit mise sous protection, par rapport aux questions de définition de biodiversité, ça va être au cas par cas aux juristes d'expliquer pourquoi ici il y a une diversité importante en disant, par exemple, il y a un grand nombre d'espèces ou peut-être que ça ne va pas être dans le nombre d'espèces, mais il y a un fort patrimoine de diversité génétique dans cette région. Et donc, du coup, au cas par cas, trouver la définition, dans ce cas-là, de biodiversité qui est adaptée, ou dans les textes de loi, et quelque part écrit, voilà, pour un espace naturel en France, par exemple, on va définir la biodiversité comme ça. Alors non, il y a toujours la nécessité de justifier quand on met sous protection, que ce soit une réserve naturelle, un parc national, un arrêté de protection de biotope, une zone de conservation halieutique, un parc naturel marin. Il y a toute une palette, en tout cas en droit français, d'outils de préservation qui sont plus ou moins contraignants, plus ou moins efficaces, mais qui doivent
toujours être justifié par l'importance écologique. Et donc ça, c'est le travail des scientifiques, c'est de pouvoir justifier de cette importance par rapport à tel autre endroit pour que cette zone bénéficie d'une protection. Et sachant que la protection, à part pour certains les aires protégées les plus strictes, principalement les parcs nationaux, pour le reste, on a plein de dérogations, de projets, etc. Je parle de la Camargue où on va construire une ligne à très haute tension qui pourtant est un parc naturel régional, un site Natura 2000, une réserve de biosphère de l'UNESCO et un site Ramsar, zone humide d'importance internationale, ce qui ne fait pas obstacle à des projets d'aménagement et à des projets de développement, malheureusement. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Bon, bien, dans ce cas-là, on profite pour vous poser une dernière question. Alors, on se demandait ce que vous pensez du fait de donner des droits aux vivants. Est-ce que potentiellement ça diminuerait ceux des humains? Est-ce qu'on en arrive à hiérarchiser le vivant avec des espèces plus ou moins valorisables pour l'homme? Je peux répondre d'abord. Mon avis, non, on n'a pas le droit de le faire. Notre vision de la nature, c'est toujours trop anthropique. Les valeurs, pour nous, d'une espèce donnée. Donc, plus on va dans ce sens-là, je pense qu'on va avoir plus du mal à protéger, dans le vrai sens, la nature. Une espèce a le droit d'exister, c'est clair. Les espèces changent, les espèces évoluent. On peut aussi discuter, il faut forcément protéger l'ours polaire, les manchots en Antarctique, car les espèces évoluent, les espèces changent. On peut le laisser disparaître ou non, trouver leur place. Donc, on est dans un monde qui change, dans un monde où la nature évolue. Il faut trouver un bon rapport entre nous et la nature. Soit on construit des murs autour de nous, de notre société, pour nous éloigner de la nature, ou on essaie de vivre de manière plus équilibrée avec la nature. Il y a deux solutions radicales. Il y a aussi, juste pour citer, le Half Earth Project. Oui, il s'appelle Half Earth Project. Ça a été proposé par Ed Wilson, c'est lui qui a donné le nom biodiversité dans les années 60. Et lui, il a proposé l'idée que nous, en nos sociétés, on va se mettre sur une moitié de la planète et l'autre moitié, on ne touche plus. On laisse à la nature. Moitié à nous, moitié à la nature. C'est intéressant comme idée. On peut débattre les pros et les contre, mais c'est une idée de laisser tomber complètement, de laisser faire la nature ce qu'elle veut. Ou l'autre stratégie, c'est d'essayer de vivre avec de manière plus équitable, plus respectueuse, etc. Et il y a tout entre les deux comme solution. Ouais. Oui, alors moi, sur la notion de droit de la nature, je suis un peu sceptique. Je trouve ça passionnant d'un point de vue philosophique et ça a l'intérêt de nous faire évoluer d'une vision du monde qui est quand même très, très anthropocentrée vers une vision plus écocentrée. Ceci dit, les deux pays les plus avancés en matière de reconnaissance des droits de la nature sont l'Équateur et la Bolivie. Ce sont deux pays dont l'économie est basée
sur l'extractivisme, le développement de la déforestation, l'exploitation minière et l'exploitation pétrolière, et donc la destruction de la nature. Donc ce n'est pas la reconnaissance de la Pachamama dans la Constitution qui a permis de sauver la nature. Et moi, je serais plutôt partant pour une déconstruction du concept de nature. Je suis aussi un fervent adepte de Philippe Descola, et finalement, on considérait que nous-mêmes, notre propre corps est aussi un écosystème, puisque nous abritons des milliers de bactéries, de virus, etc., qui vivent en nous ou sur nous, et qu'il faut aussi se considérer à notre juste place, c'est-à-dire en interaction avec les autres espèces, les autres écosystèmes, et de dire que leur droit à la vie est aussi important que le nôtre, voilà, et nous remettre, malgré notre surpuissance, à notre petite place sur l'échelle de l'évolution. Et Chris l'a remarquablement bien rappelé, nous sommes finalement bien peu de choses finalement sur l'histoire de l'humanité, autre qu'une espèce qui est peut-être invasive et qui a proliféré faute de prédateurs. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci pour cette réponse optimiste. Bon, sur ce, on est désolé de devoir écourter la conférence, mais la salle est prise après par une autre conférence. Donc voilà, on voulait vous remercier tous les deux chaleureusement de votre participation et de vos éclairages qui étaient tous les deux très intéressants et qui se complétaient très bien. Et surtout, il faut pas quitter la salle en étant pessimiste. Il y a plein de choses à faire, on peut faire plein de choses, il y a plein de possibilités. C'est un bel moment de réagir. Moi, je suis pas du tout pessimiste, car il y a plein de choses à faire. C'est un bon moment d'opportunité, il y a des possibilités. Voilà. Merci. Et merci à vous.